Avant de commencer mon intervention, je souhaite aussi de remercier l'équipe d'organisation du congrès, particulièrement à Pereira et à Jacques Glaise pour l'invitation et pour m'offrir l'opportunité de présenter une petite partie de mes recherches. Tout d'abord, c'est un grand honneur pour moi de partager la table avec le professeur Jacques Glaise et Petrucia. Bon, j'ai écrit un test. Comme ça, je peux le lire et suivre mes idées. Alors, le titre, le corps éduqué par la nature, l'histoire des colonies de vacances au Brésil. Dans ma thèse de doctorat, mes recherches avaient pour principal objet d'étude les colonies de vacances, institutions auxquelles on a commencé à réfléchir dans la première décennie du XXe siècle au Brésil. Pour préparer cette présentation, j'ai sélectionné une partie des analyses réalisées dans ma thèse. L'objectif principal de cette présentation, c'est d'analyser les représentations du corps des habitants des régions rurales au Brésil et de la nature brésilienne dans les discours médicaux des premières décennies du XXe siècle. Pour mener à bien cette recherche, je suis parti de l'hypothèse selon laquelle les représentations du corps de l'habitant des régions rurales et de la nature brésilienne ont composé un environnement culturel qui a directement influencé les initiatives des colonies de vacances scolaires dans mon pays, au Brésil. Toutes les recherches qui ont analysé les colonies de vacances de la première moitié du XXe siècle, comme Laura Lidans, André Roche, Jean-Marie Bataille et Jean Rousset, sont d'accord sur ces points. Ces voyages avaient un but aisé et spécifique. De façon générale, on cherchait à amener les enfants qui vivaient dans les plus grands centres-villes pour passer les périodes dans les villages situés dans les champs, dans la montagne et sur les littoraux. Les choix de ces destinations étaient liés aux représentations spécifiques de la nature. Ainsi abordé par Sylvain Villaret et André Bobéro dans une thèse sur les mouvements naturistes français, à la fin du XIXe siècle, les éléments de la nature ont été interprétés par la médecine comme les moyens les plus adéquats pour se guérir et fortifier le corps humain. Cette courant médicale, connue comme la médecine naturelle, a créé des méthodes thérapeutiques qui utilisaient l'eau, la lumière solaire, l'air de l'altitude pour guérir les maladies et fortifier le corps. Les traitements de la hydrothérapie, la héliothérapie et la aérothérapie, ainsi nommées, ont reçu une bonne réception de la part des médecins et ont été utilisés dans des établissements inaugurés dans des villages à la campagne ou dans les montagnes des pays européens comme l'Allemagne et la France. Les premières colonies de vacances pour les enfants, organisées en Europe, encore à la fin du XIXe siècle, sont aussi basées sur cette lecture des éléments de la nature comme moyen de fortifier le corps. Elles ont été conçues dans leurs principes comme des institutions préventives qui avaient comme principal objectif d'améliorer la santé des enfants considérés physiquement plus faibles. Pendant la période des vacances scolaires, les bains de soleil, les repos, une alimentation en abondance, des activités physiques en plein air ont commencé à être mises au profit afin de fortifier le corps des enfants. Pour les colonies de vacances pouvaient être organisées selon différents formats. Pour ce qui concerne la France, l'historienne Laura Lidans, elle est anglaise mais elle a étudié les colonies de vacances françaises, met en valeur l'existence de deux principaux modèles. Les placements familiales, lorsque les enfants étaient logés dans la maison des familles paysannes et partageaient leur quotidien, et les placements collectifs dans un unique bâtiment sous la supervision constante des professionnels spécialisés. Encore, c'est les analyses des danses
le format de placement collectif a été surtout défendu par des médecins qui cherchaient à maintenir un plus large contrôle envers les enfants dont ils occupaient et les procédés thérapeutiques. Autant que les colonies de vacances qui adoptaient le format de placement familial, elles ont été défendues en France surtout par des groupes qui se basaient sur une tradition qui exaltait des vertus morales de la vie des paysans. Dans le cas du placement familial, en plus de la lecture des éléments de la nature comme moyen de fortifier le corps, il y avait aussi un projet d'une éducation morale réalisé par des exemples de la vie des paysans. Bon, malgré les différences entre les deux formats des colonies de vacances, les deux se basaient sur une lecture spécifique de la nature. Dans les deux cas, la nature était conçue à partir de valeurs assez positives. Comme nous allons analyser par André Roche, les colonies de vacances étaient renforcées par des représentations relatives à la ville et à la campagne, mettant en sens l'environnement urbain comme hostile et nuisible aux enfants et la campagne comme l'environnement le plus adapté à la régénération de leurs forces physiques et morales. De telles représentations dichotomiques de la ville et de la campagne ont apporté un soutien aisé et solide pour la direction adoptée aux colonies de vacances, les plus grands centres urbains pour les villages localisés à la campagne ou à la montagne ou au littoral. Les lectures faites sur les centres urbains et l'ambiance naturelle de la campagne n'ont pourtant pas été imperméables et immuables. D'après l'analyse du professeur anglais Raymond Williams, les oppositions construites entre la campagne et la ville ont assumé différentes positions au long de l'histoire. En étudiant la littérature anglaise, Williams a démontré comment la ville et les champs ont été décrits de façon différente. Parfois, la ville était décrite comme un lieu de cupidité et de misère, parfois comme un lieu de sophistication et d'exemple, tandis que la campagne était parfois associée à l'innocence, estimée comme un lieu de vertu simple, et parfois synonyme de retard et d'ignorance. En utilisant la recherche de Williams, mon but était d'attirer l'attention sur l'idée centrale de l'auteur, selon laquelle les descriptions faites de la ville et de la campagne dans la littérature sont surtout des constructions historiques. L'historien anglais Keith Thomas, dans son livre L'homme et le monde naturel, a démontré à son tour que ce n'est pas seulement les formes de représenter la campagne qui s'altèrent au fil du temps, mais la manière que nous interagissons avec la nature aussi. Il analysa dans son livre nos changements d'attitude face aux plantes et aux animaux au fil de l'histoire. À son côté, l'historien français Alain Corbin montrait à quel point notre sensibilité et nos émotions face au paysage naturel avaient été lapidées au fil du temps par des procédés culturels, à l'instar de la découverte de l'ambiance naturelle comme source de plaisir sensoriel. Malgré les particularités théoriques de chacune des études que je viens de citer, nous avons dans chacune d'elles la conception selon laquelle la nature est une invention humaine. Quant aux différents sens que nous attribuons à la nature, le sociologue français Jean Viard propose que la place de la nature, telle que nous la vivons aujourd'hui, doit être pensée comme une intervention historique. J'en pensais aussi au titre du livre de Robert Lenoble, l'histoire de l'idée de la nature, car il nous incite à penser comme le seul concept de la nature trouve un sens à l'intérieur d'une perspective historique. Celle-ci parce que l'idée de la nature exprime beaucoup plus une attitude d'être humain qui proprement parler de la passivité d'une réalité.
En fait, je parle là des représentations de la nature, pas forcément d'une philosophie performative, comme nous avons venu avec la professeure Petrucia. Bon, comme l'analyse de la chercheuse brésilienne Carmen Lúcia Soares, chaque époque historique s'est conformée aux compréhensions et aux propositions singulières autour de la nature, et découvertes ou inventées, dotées de divers sens et attributs. De telles réflexions nous pouvaient nous interroger. Et au Brésil, quelles étaient les principales idées de nature qui circulaient au Brésil dans les premières décennies du XXe siècle, moment où gagnait l'importance dans les milieux médecins les débats sur la nécessité de s'organiser des colonies de vacances scolaires dans son territoire. Comment la nature brésilienne et les corps des habitants des zones rurales étaient représentés à cette période? La philosophe brésilienne Marilena Chauí, dans son livre Brésil, monde fondateur, défend la thèse selon laquelle le Brésil persiste dans l'idée d'un mythe fondateur directement lié à sa nature. De tels mythes se trouveraient déjà présents, d'après la philosophe, chez les écrivains des découvertes du Brésil en 1500 par les Portugais, qui avaient établi une représentation de la nature brésilienne comme celle d'un paradis terrestre, les jardins de l'Éden, outre-Atlantique. En histoire, on note la thèse de Luciana Murari, intitulée Représentation de la nature dans la culture brésilienne. Sa recherche utilise comme source les écrits des auteurs classiques de la nature de la littérature brésilienne, comme Guimarães Rosa et Euclides da Cunha, pour analyser les représentations de nature consolidées dans les pays entre le 19e et le 20e siècle. Selon ces analyses, les représentations de la nature brésilienne étaient vraiment bien plus nombreuses et complexes que la face construite d'un paradis terrestre. Au cours de la période analysée, la nature brésilienne était représentée tant comme un obstacle à vaincre qu'une source qu'on doit exploiter pour le développement national. Les représentations oscillant entre l'idée d'un paradis terrestre et l'idée d'une nature agressive et hostile. Selon Murari, le monde naturel représentait aussi des diverses visions sur la relation de l'homme avec la nature. Dans la littérature nationale, les modes de vie de Sertanejos, les Sertanejos sont des habitants, on peut dire, des habitants du Brésil profond, ont assumé des tons héroïques. Ils étaient représentés comme des individus forts et courageux, en constante lutte pour leur survie face aux obstacles imposés par une nature hostile. Dans un autre, ça c'est une représentation, mais dans un autre côté, l'interprétation des modes de vie des habitants des zones rurales plus proches des villes, qu'on appelle des caipiras, et surtout l'État de São Paulo, ont assumé des caractéristiques opposées. Ils étaient représentés de façon aisée péjorative par les substantifs comme paresse, faiblesse et ignorance. Les Jacatatu, oui, voilà. Selon Murari, cette dernière représentation du monde rural brésilien a été formulée à partir des modèles urbains et a reçu chez les personnages Jacatatu, que vous pouvez voir le livre là-bas, sa plus grande représentation dans la littérature brésilienne. Les personnages créés en 1914 par l'écrivain Monteiro Lobato a consolidé l'image péjorative du travailleur rural responsable pour des problèmes du pays. On a quelques images du Louvre. Son corps décrit comme atrophié, son attitude inspirant la paresse et averse aux habitudes d'hygiène urbaine,
On peut voir, par exemple, la bouteille d'alcool, et comme ça. Dans les mots de l'auteur, Jacques Attali était le funeste parasite de la terre, homme vagabond, inadaptable à la civilisation. Bon, face au panorama des représentations de la nature brésilienne et des habitants ruraux analysés par Murari dans la littérature nationale, je me suis demandé quelles étaient les représentations qui ont pris en compte spécifiquement du discours médical brésilien des premières décennies du XXe siècle, lorsque les colonies de vacances étaient considérées comme des institutions médicales préventives. Parmi les auteurs analysés, on retient Belisário Pena et Arthur Neiva. Ils sont deux médecins qui ont réalisé une expédition scientifique dans la campagne du Brésil en 1912. Les voyages avaient pour objectif de faire un relevé sanitaire des conditions de vie des habitants du milieu rural. Selon l'historienne Dominique Miranda de Sá, le compte-rendu des voyages des deux médecins, publié en 1918, a eu une grande réception dans la presse nationale et un profond impact dans les milieux intellectuels du pays, mobilisant la pensée médicale brésilienne jusqu'aux années 1930. Dans le compte-rendu produit par les deux médecins, la nature brésilienne et ses habitants ruraux ont été représentés surtout par des représentations de la maladie et de la pauvreté. Dans un des passages, ces auteurs rapportent: nos enfants qui ont appris dans l'école que la vie simple de nous certains, c'est le Brésil profond, est pleine de poésie et d'enchantement, par la santé des habitants, par l'abondance du soleil et de la générosité de la nature, ainsi que dans ces régions réside un cadre infernal qui pouvait seul être magistralement décrit par Dante. Bon, la représentation de la nature brésilienne créée par des médecins s'est confrontée directement à celle du Brésil comme un paradis terrestre. Le compte-rendu a consolidé la représentation du Brésil profond comme un immense hôpital, phrase aisée employée à l'époque où l'on attribuait la condition des malades aux travailleurs ruraux. Plus spécifiquement, d'après le médecin Belisário Pena, la nature qui existe dans la campagne était agressive envers les habitants et les climats les plus favorables à l'apparition des endémies tropicales. Voyons un autre passage de son œuvre. Une littérature fausse des poètes et rhétoriciens a créé la légende d'un Chanaan fantastique où les climats seraient les plus agréables au monde, les terres les plus riches et les types héroïques de certains négos, forts, héros, rois du désert, qui abattent les taureaux, les pauvres féroces des plateaux, cassant les caatingas, affrontant le danger et l'intempérie. La réalité est moins poétique et plus triste. Les certains négos n'est ni l'époque spartiate, ni la terre des Chanaan évoquée. La plupart du temps, dans un hinterland brésilien, la nature est ingrate et aride, rude. Souvent, la propre exubérance tropicale des terres constitue aussi un fleuve. Les climats chauds, fléau. Les climats chauds et humides se prêtent de manière magnifique aux endémies des tropiques. Bon, selon les écrits de Belisário Pena, il fallait faire l'hygiène des campagnes du Brésil les plus rapides possible. Il fallait dominer et organiser la nature tropicale, de façon qu'elle n'offre plus de risques pour la santé des habitants ruraux. Les médecins jugeaient tout à fait possible d'habiter à la campagne. La nature était seulement aride lorsqu'on la décrit pour ne pas avoir encore son contrôle total, pour ne pas avoir instauré aucune mesure d'hygiène sanitaire dans les campagnes du pays.
Contrairement à ce qu'une partie de la littérature nationale présente, la façon de vivre des paysans n'était pas considérée suffisante selon les médecins pour maintenir la santé et la force physique. D'après ces dernières, il fallait d'abord mettre en place des mesures d'assainissement basiques dans les zones où habitaient les travailleurs ruraux, les débarrasser des parasites et des vermines, leur apprendre des règles d'hygiène et d'alimentation, afin qu'ils reçoivent les seuls avantages d'activité physique en plein air. Voyons notre passage des écrits des médecins Belisário Penna. L'activité physique, la gymnastique naturelle comme la natation, la rame, l'équitation, la chasse, la pêche, les longues randonnées, la course à pied, le travail physique, la montée et la descente de la montagne, la cime des arbres et autres sont banales chez les gens de la campagne depuis qu'ils ont l'âge de 7 ans, mais que rien ne leur apporte cette pratique forcée d'exercice, car de tels efforts ont un effet négatif dans un organisme peu irrigué ou irrigué dans un sang pauvre et corrompu par des vermines et d'autres maladies, par la déficience et les vices alimentaires. Bon, comme nous avons observé dans les propos du médecin, l'activité physique en plein air, caractéristique de la vie rurale, était perçue inutile face aux maladies qui pouvaient poser des problèmes à la santé des paysans brésiliens. Dans les années 1920, la défense de l'assainissement dans la campagne du pays était devenue en fait une des premières luttes des médecins brésiliens. L'écrivain Monteiro Lobato, après avoir connu le compte rendu de l'expédition médicale des deux médecins, s'est défendu en disant que Jecatatu, personnage de son livre qui représentait les travailleurs ruraux brésiliens, n'était pas né ainsi, indolent et au corps atrophié, mais qu'il était à ces conditions à cause de la pauvreté et des maladies qui se propagaient dans la campagne du pays. Il est certain que de telles représentations autour de la campagne du Brésil ont trouvé une répercussion dans une avance vers les politiques de santé, puisqu'à partir de ces moments-là, des mesures d'assainissement basiques ont été conçues et implantées dans les zones rurales. D'un autre côté, dans l'imaginaire social, on consolida la représentation du paysan brésilien comme celle d'un individu malade, qui ne maintenait pas les soins d'hygiène. C'est en ce sens que l'historienne Nízia Trindade affirme que l'image du Brésilien malade est devenue la marque définitive de l'identité nationale à cette période. Une telle image prédomina la pensée médicale brésilienne dans toute la moitié du XXe siècle. Bien sûr qu'on parle là d'une pensée élitiste pour retrouver la communication du professeur Jacques Blaise, une pensée élitiste sur la culture corporelle du paysan du Brésil, brésilien. Bon. Tandis qu'en France, la vie en plein air des paysans était proclamée par une partie des organisateurs des colonies de vacances scolaires comme source de santé, au Brésil, la vie à la campagne était considérée par la pensée médicale inutile face aux endémies tropicales qui dominaient la santé des travailleurs ruraux. Cette caractéristique s'est transmise dans les formats des colonies de vacances qui ont assumé au Brésil. D'après les sources que j'ai consultées, les formats de placement familial n'étaient pas adoptés dans mon pays. Considérés comme malades et sans habitude d'hygiène, les familles paysannes brésiliennes n'ont pas reçu des enfants citadins, adoptant uniquement, au Brésil, on adoptait uniquement le format de placement collectif. En fait, c'était la question que j'avais par principe. Pourquoi il n'y avait pas au Brésil les placements familiaux
Alors j'ai commencé à investiguer la pensée médicale à propos de la nature et des habitants des régions rurales au Brésil. Bon, les premières colonies de vacances, la première colonie de vacances scolaires créée sur le territoire brésilien date de 1924, lorsque 26 enfants habitant dans la ville de Rio de Janeiro ont été menés à la région montagneuse du village de Mendes, situé à 100 km plus proche. Les responsables de l'initiative, les médecins Almir Madeira, justifiaient ainsi le fait de ne pas avoir choisi le placement familial afin de loger les enfants dont ils s'occupaient. Ils disaient les colonies familiales, ainsi nommées, lorsque les enfants en petit groupe étaient confiés à des honnêtes familles d'agriculteurs, ne pourraient pas mériter ma préférence. Pour d'autres, il suffit de regarder le manque d'éducation et d'hygiène de notre population rurale. La santé est la suprême loi et il est triste de penser qu'il n'existe pas de juste notion de santé, presque qu'une notion, je dirais, de nos populations rurales menées par des endémies. Bon, comme nous le contestons, le choix de loger des enfants dans la maison des familles paysannes recevait un soutien de la représentation du corps des travailleurs ruraux comme physiquement fort dans le cas de la France. Ainsi, avec l'idée d'offrir aux enfants une éducation morale à partir des exemples de la vie des paysans. Lorsqu'on envisageait l'organisation des premières colonies de vacances pour les enfants au Brésil, l'éducation médicale sur les populations rurales du territoire brésilien s'est trouvé aisé distant de ces représentations. En ce qui concerne spécifiquement la nature, la médecine naturelle, introduite au Brésil au cours des années 1910, est de grande importance pour les premières colonies de vacances organisées dans mon pays. De façon générale, les colonies de vacances pour les enfants ont accompagné les débats qui ont eu lieu autour de l'importance des thérapies naturelles dans les combats d'infirmités comme la tuberculose. De façon générale, la bibliographie sur la médecine naturelle importée au Brésil venait des médecins naturistes européens, surtout les Français. La réception et la diffusion au Brésil des savoirs liés à la médecine naturelle ont accompagné l'intérêt croissant de la classe médecine brésilienne envers les colonies de vacances scolaires. Grâce à l'introduction de la médecine naturelle au Brésil, les médecins ont commencé à admettre que la lumière solaire et l'air des montagnes et du littoral pouvaient agir de manière positive sur le corps des individus malades et ou affaiblis par la vie de la ville. Malgré cette nouvelle représentation de la nature offerte par des médecins naturels, par la médecine naturelle, les colonies de vacances au Brésil n'ont bénéficié du format du placement familial. Autrement dit, on admet la position qui défendait que les éléments de la nature sont utilisés à la fortification du corps, mais on n'admet pas n'importe quel vestige de la présence des habitants ruraux, des habitants du Brésil profond. Il demeure évident que cette façon que les représentations du corps des habitants des régions rurales et de la nature brésilienne ont composé un cadre culturel qui influença directement l'organisation des colonies de vacances scolaires au Brésil. Les placements collectifs étaient les seuls formats en vigueur au Brésil. En fait, comme j'avais dit, c'était une partie de la recherche pour penser des représentations des corps des habitants de la campagne et même la nature brésilienne. Et je répète, c'est une façon, on peut dire, élitiste de penser la culture corporelle des paysans du Brésil. Et bon, je vais terminer ici ma présentation pour respecter le temps. Et je remercie à nouveau l'équipe du Congrès et à tous ces présents
qui ont accompagné passionnément dans ces voyages historiques par la nature et les colonies de vacances au Brésil. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai été très intéressé parce que dans l'équipe Synthésy, on développe pas mal de travaux en Guadeloupe où on rentre plutôt par les problématiques postcoloniales. Donc j'avais une question là-dessus. Je trouve ça intéressant de travailler sur les colonies de vacances dans un espace qui est marqué par l'histoire coloniale elle-même, dans une société qui est, bon, voilà, les anciennes sociétés de plantation marquées par l'esclavage et par voilà, ces entités que sont les colonies. On sait à l'inverse que les colonies de vacances, comme toutes les méthodes d'éducation naturelle, comme le scoutisme en France, etc., véhiculent un imaginaire sur la domestication de la nature et la domestication de la nature sauvage des colonies, notamment, qui a totalement irrigué, j'ai envie de dire, l'imaginaire de la société française et de manière très très forte entre la fin du 19e et puis quasiment jusqu'à la décolonisation et la guerre d'Algérie, puisque encore après les expositions postcoloniales et celles de Vincennes dans les années 30, il y a encore un ministère de quasiment des colonies qui fait de la propagande pour véhiculer cette vision du rapport à la domestication d'un espace sauvage, etc., etc. Donc je voulais savoir simplement si vous vous positionnez par rapport à ces travaux sur l'espace postcolonial, qui me sembleraient très très intéressants, parce que du coup il y a des travaux sur l'Afrique. Je pense aux travaux de Nicolas Bancel, par exemple, sur l'Afrique de l'Ouest, et effectivement les mouvements scoutisme, les colonies de vacances, etc. Et moi, pour avoir travaillé en Guadeloupe, on retrouve un impact très fort dans la formation des élites guadeloupéennes, un impact très fort de ces mouvements-là. C'est-à-dire une manière de rejouer la posture du colon dans une éducation par les jeux et par le rapport à la nature qui en fait hante au-delà de l'imaginaire souvent les dispositions corporelles et les pratiques d'une certaine élite guadeloupéenne. Voilà. Je voulais vous livrer cette question-là, je suis très intéressé pour continuer la discussion et éventuellement envisager des collaborations. Merci. Je peux dire que la nature était pensée, comme j'avais dit, au Brésil, comme agressif, comme sauvage. Et c'est intéressant parce qu'on ne peut pas dire qu'au Brésil, on a vraiment une tradition de colonies de vacances comme on a en France ou comme on a en Allemagne. Ils ne sont pas nombreuses de colonies de vacances que j'ai trouvées, même les documents. Et ça, c'est une information importante aussi, parce que pour la pensée de l'élite, la nature sauvage, ça ne servait pas pour l'éducation du corps quand même. Et même des représentations des sauvages ou des représentations des Indiens ou des représentations des esclaves, ça fait pour la pensée de l'élite un problème très grand pour la diffusion d'une institution qui veut mettre des enfants à la campagne, qu'il faut avoir le contact des enfants avec la nature et en fait il veut se mettre loin des représentations des esclaves, des représentations du sauvage, des Indiens, de la nature tropicale et tout ça. En fait c'était une pensée très, on peut dire, coloniale quand même, qui se passe aussi dans les colonies de vacances. Et je pense que cette pensée a offert a fait que les colonies de vacances n'étaient pas une tradition assez nombreuse au Brésil. Vous savez, parce que même si on pense les lieux où les enfants étaient amenés, étaient surtout des villes, c'était pas de toutes petites villages comme ça. Un des villes que des enfants sont amenés, des enfants qui habitaient à São Paulo, c'est une grande ville, ils étaient amenés à Santos, que c'est un port en fait, et c'est une grande ville, voilà. C'est pas cette idée d'un village au milieu de la campagne, pas du tout. Et qu'il reste, c'est la pensée médicale.
l'eau, elle peut guérir, l'air, il peut guérir. Et ils ont utilisé un pensée plutôt scientifique à l'époque pour la nature, qu'elle peut guérir, des choses comme ça. Merci. Oui, merci pour votre exposé qui est vraiment très intéressant. Pour faire la liaison avec la Guadeloupe, j'ai beaucoup aimé l'intervention qui vient d'être faite. C'est assez intéressant de voir que, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'ouvrage de François de Negroni qui s'appelle Les colonies de vacances. François de Negroni, qui est un sociologue français très très peu connu, mais qui a écrit justement sur l'Afrique fantasme, notamment. Il fait l'analyse de toutes les représentations que les colons se fait d'Afrique. Et les colonies de vacances, en fait, contrairement à son titre, il fait la sociologie des expatriés en Afrique de l'Ouest. D'où le titre, l'ambiguïté du titre. Et qui est un livre magnifique. Mais François a cette particularité c'est un livre de littérature. De sociologie. C'est un ami, c'est un grand sociologue français qui est très peu connu, qui a travaillé par exemple sur le savoir-vivre des intellectuels en France. Il a fait l'analyse des vacances, des universitaires, des directeurs de collection, etc. Il travaille sur des champs comme ça. Je parle de ça, c'est pas anecdotique, c'est parce que Frantz Fanon, qui est guadeloupéen, Martiniquais, pardon, Frantz Fanon, quand il est arrivé en Algérie, s'est intéressé au problème de la colonisation à partir des symptômes de pathologie que les paysans qui étaient dirigés vers la psychiatrie montraient, exprimaient. Et en fait, il s'est aperçu que ces symptômes, c'était des symptômes qui étaient liés à la déterritorialisation, à la dépossession des terres, et puis au camp de déportation sur lesquels Rocard avait fait un rapport. Et je rajoute à cela que, de même, Bourdieu est rentré dans l'analyse de la reproduction et des systèmes de nomination à partir du premier travail qu'il a fait sur la paysannerie en Algérie, la paysannerie kabyle, qui était la plus pauvre à l'époque en Algérie. Donc pourquoi je fais ces deux remarques-là? Parce que je voudrais vous poser la question suivante, c'est très intéressant, fondamentalement. Et puis à partir peut-être d'une autre remarque, c'est que le statut de la campagne en Amérique du Sud, me semble-t-il, n'est pas le même que celui qui est en Europe. Par exemple, en Colombie, lorsque on va à la campagne, on va dans des unités de production locales où il y a des paysans, et on revit presque quelque chose qui est de l'ordre de la première colonisation, mais sans le travail douloureux. C'est-à-dire qu'on jouit de l'unité de production, du phalanstère, en gros, mais sans l'histoire de l'esclavage. Alors que si on prend l'histoire très rapidement de la campagne en Occident, Foucault le montre très bien, notamment dans son séminaire sur la parésia, les Romains allaient à la campagne quand ils avaient des grandes décisions à prendre. Réfléchir sur la mort, sur la vie, prendre une décision politique, savoir si on allait se marier, etc. Donc la campagne, ce n'était pas un lieu de plaisir, mais c'était un lieu spéculatif. C'était un endroit où on allait réfléchir. Et si on fait une espèce de grande histoire comme ça, diachronique, très rapidement sur la campagne, on voit que Voltaire considère les paysans comme je le cite, comme des êtres vils et crasseux, au même moment où Rousseau voit dans la campagne, lui, la possibilité de relire dans une anthropologie historique ce qu'était l'humanité avant l'origine de l'inégalité, pour reprendre le titre de son second discours de 1755. Et quand on va un peu plus loin, c'est-à-dire au XIXe siècle, on voit que Balzac décrit dans Les Chouans le paysan vautrin sur le même modèle que le dernier des Mohicans de Fenimore Cooper. Il a sur sa table de travail la description faite par les Indiens d'Amérique, et il parle comme ça de la paysannerie française. Et si on va un peu plus loin, chez Maupassant, la nature, la campagne, c'est le lieu des plaisirs et de la débauche, c'est le moment où on dit la vérité par exemple. Et puis, un peu plus loin, la campagne, si on va Nerval, par exemple, ou Baudelaire, c'est un lieu inexistant, parce que là où ça se passe, c'est dans les villes. Et la campagne n'est rien d'autre qu'un réservoir de main-d'œuvre pour les villes. Je trouve que c'est intéressant, tout ça peut faire une histoire de... Alors, ma question est la suivante. Il me semble, mais c'est une suggestion très modeste, il me semble que pour penser le rapport entre nature, ou, si vous voulez, campagne et ville, il me semble qu'il est important d'introduire d'autres concepts, notamment celui d'antinature.
c'est-à-dire qu'est-ce qui s'opposerait à la nature? Qu'est-ce qui s'opposerait à la nature? Qu'est-ce qui en serait l'exact opposé? Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est l'homme achevé? Est-ce que c'est l'ordre et le progrès, selon la devise positiviste du Brésil, qui serait dans l'élaboration de la disparition de la campagne par la médecine, par l'éradication des maladies, etc. Problème d'antinature. Est-ce que c'est la contre-nature? Pas la même chose. C'est-à-dire quelque chose qui serait de l'ordre de la nature, à l'intérieur des villes, mais qui exprimerait quelque chose qui est un antagonisme profond, que vous avez bien montré dans les textes de 1903-1924, entre ce que représente la ville et la campagne. Hein. Est-ce que c'est une méta-nature, quelque chose qui est à côté de la nature? Est-ce que c'est une surnature, comme ça a été le cas chez Baden-Powell, par exemple? À savoir que c'était un moment de régénération, de baptême, que de la nature, de revenir à une histoire, etc. Est-ce que c'est une hyper-nature? Vous voyez, il me semble qu'il faudrait développer ces cinq concepts, cinq catégories, afin d'éviter que l'universalisme abstrait projette sur la nature le miroir d'un culturalisme qui serait celui des préoccupations de la ville. Par exemple, dans le bouquin de Le Noble, de l'histoire de la nature, il fait l'histoire des représentations de la nature, comme c'est une vieille tradition en philosophie. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que j'aime les titres, parce qu'il Voilà, dit d'une idée de la nature. Mais par exemple, si vous prenez un philosophe comme George Berkeley, né en 1685, mort en 1753, etc., qui est allé, lui, en Amérique, puisqu'il a fondé la ville qui porte son nom. Il raconte cela dans un ouvrage qui s'appelle L'Alcifron. La nature, pour lui, c'est simplement un langage. Et pour lui, la nature, sa seule ontologie, elle est qualitative. Esse est percipere aut percipi aut velere. Être, c'est percevoir ou être perçu ou vouloir. Et il a toute une philosophie de la nature qui n'a absolument rien à voir avec celle des Lumières et qui va donner naissance à un mouvement empiriste anglais, etc. Enfin, c'est intéressant. Alors, pourquoi cet exemple-là? Parce que, est-ce que la polysémie du concept de nature que vous utilisez dans votre exposé, est-ce qu'elle n'est pas préjudiciable à l'analyse que vous voudriez faire? Parce que, dans le fond, on retomberait dans une sorte de psychologie des catégories, où il y aurait une nature qui serait simplement l'expression idéologique des soucis historiques de la ville, ou alors une nature qui serait ambivalente, marquée d'un côté, pour faire vite, marquée du côté du bien ou du côté du mal. Voilà, c'est d'accord, oui, je comprends. En fait, il y a plusieurs représentations de la nature. J'ai pris deux représentations opposantes, je peux dire, mais il y a des différentes représentations. Mais parce que j'avais l'envie de penser la représentation des organisateurs des colonies de vacances. Et celle-là, c'était une représentation de la nature formulée par la ville. C'était surtout une représentation formulée par des habitants des villes sur la campagne. Et ça fait qu'ils regardent à une direction spécifique. Mais oui, c'est vrai, je suis d'accord qu'on peut avoir des différentes façons, des différentes manières de penser la nature. Mais à ce moment-là, je pensais spécifiquement le discours médical des colonies de vacances. Et on peut penser que la nature, dans cet exemple que j'aborde, elle était presque une chose à oublier, comme les esclaves, comme les Indiens. Une histoire que l'élite urbaine, surtout, ne voulait pas raconter. Alors, c'est un peu cause de ça, mais je vous remercie pour les indications et pour les indications des concepts et tout ça. Merci beaucoup. Si je puis me permettre, il y a un petit chapitre dans Oui. le livre de Eric Hobsbawm qui s'appelle Les Bandits, où il parle du cercle-chaos. Oui. Mais dans un domaine qui est très intéressant parce qu'il montre les révoltes sociales. Ah oui, bien sûr. Et que la nature était connotée négativement, mais parce que c'était un endroit dans lequel on aurait voulu mettre de l'anomie, alors qu'il y avait une organisation paramilitaire pour lutter contre les dominateurs, les colons, les grands propriétaires terriens.
Oui, je pense que ça dépend beaucoup du regard qu'on donne à la nature. Ça peut être d'une nature agressive, mais ça peut être des paradis terrestres, ça peut être une nature que l'on doit vaincre, une nature qui va nous donner de la santé. Il y a de différentes façons. Je ne veux pas parler d'une vision mauvaise et une autre bonne, d'une nature mauvaise, une autre bonne. Et il y a des différents degrés, on peut penser. Une dernière question de ce côté-là. Merci d'abord pour cette présentation en français. Je trouve ça remarquable de pouvoir s'exprimer aussi précisément dans une autre langue que la sienne propre. J'ai une question très simple qui porte sur cette diapositive, sur la dernière. Tu as dit qu'il y avait peu de données sur les colonies de vacances au Brésil par rapport à l'Europe, par exemple, de colonies de vacances structurées. Là, tu parles de colonies familiales nommées lorsque les enfants sont confiés à des familles d'agriculteurs. Et je me demande si ce sont vraiment des colonies ou si ce sont une sorte de mise à disposition d'une main-d'œuvre pour les travaux de la ferme, comme ça se produisait par exemple en France au XIXe siècle, où on plaçait les enfants dans les fermes pour qu'ils travaillent au profit des paysans. Oui, dans l'historienne Laurel Downs, qui a étudié les colonies de vacances en France, elle parle qu'il y avait une dispute entre les deux groupes des colonies de vacances collectives et l'autre familiale, et des médecins qui défendaient des colonies de vacances coloniales, collectives. Ils disaient justement ça. Mais les placements familiales, on profite pour mettre les enfants au travail. Et de l'autre côté, ils ont dit, bon, mais c'est important pour les enfants pour savoir travailler avec la terre, des choses comme ça. Oui, tout à fait, ça existait. Il y avait vraiment une discussion très forte entre les organisateurs des colonies de vacances, quels seraient les meilleurs placements, si les collectifs ou les familiales. Parce que chacun porte sa caractéristique spécifique. Ouais.